Les Russes en ont assez de Poutine. Règne. Et maintenant, toute la nation commence à se retourner contre lui. En Russie, des dizaines de manifestants ont été arrêtés après des affrontements avec la police anti-émeute dans la région centrale de Bakhkortostan. Des manifestations antigouvernementales ont éclaté samedi dans la ville de Khabarovsk, à l'extrême est du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur une place centrale et ont crié « Honte à Moscou! Poutine est un voleur! À bas !» Le tsar. Bien qu'ils aient vu leur pays se désagréger lentement au fil des années, la plupart des Russes gardaient leur frustration pour eux. Mais maintenant, les choses ont enfin changé. La pression est montée et tout le monde commence à s'exprimer. Cela inclut non seulement les civils, mais aussi les soldats et les correspondants de guerre qui soutenaient autrefois fortement le Kremlin. Vladimir Poutine, l'homme qui a semblé intouchable pendant si longtemps, est maintenant en train de perdre lentement mais sûrement son emprise sur le pouvoir. Dans cette vidéo, nous verrons comment la frustration silencieuse du peuple se transforme en quelque chose de plus bruyant. Et nous plongerons dans les nombreux petits moments qui nous ont finalement menés à ce point d'ébullition. Longtemps, Poutine a incarné le retour de la Russie sur la scène mondiale. Après le chaos des années 1990, lorsque l'Union soviétique s'était effondrée et que le pays s'est senti humilié, il est intervenu avec une promesse. Il allait rendre la fierté au pays. Il allait rendre la Russie forte à nouveau. Et pendant un certain temps, il semblait tenir sa promesse. C'était l'homme fort, un ex-officier du KGB toujours maître de lui, défiant l'Occident. Les gens le voyaient à la télévision, montant à cheval, rencontrant des dirigeants mondiaux, et ils croyaient que c'était lui qui tenait tout en place. Pour consolider cela, leur économie a prospéré dans les années 2000 grâce au prix élevé du pétrole et à l'afflux d'argent. Les villes se sont embellies, les retraites payées, ce qui suffisait à de nombreux Russes. Ils ne posaient pas trop de questions parce que leur vie était meilleure qu'auparavant. Poutine n'était pas seulement un dirigeant, il a redonné à la Russie le sentiment d'être à nouveau elle-même. Poutine n'a cessé de renforcer son image. Et en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, sa popularité a explosé. Les gens étaient fiers. Ils voyaient cela comme une reprise de ce qui leur appartenait légitimement, une façon de tenir tête à l'Occident et de montrer au monde que la Russie n'était plus faible. Les sondages de cette époque montraient que son taux d'approbation atteignait 80% ou plus. Les rues étaient pleines de drapeaux et de chants patriotiques. Il ne s'agissait pas seulement de la Crimée, mais de retrouver le sentiment d'être des vainqueurs. Poutine savait exploiter cela. La télévision d'État le présentait comme un homme fort, infaillible. Même face aux complications telles que les sanctions occidentales ou les protestations militantes, il les balayait d'un revers de main. Le système était verrouillé. Les médias et la police lui étaient dévoués. Pour la majorité des Russes, il représentait l'unique choix, ce qui leur suffisait. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, les choses semblent différentes. La fierté liée à la Crimée s'est depuis estompée. La promesse de force et de stabilité commence à se fissurer. Et ces mêmes personnes ne brandissent plus autant de drapeaux. Ils font la queue dans les supermarchés, regardant les prix grimper. Ils vérifient leur compte en banque, se demandant comment payer le loyer. Ils entendent parler de fils et de frères envoyés à une guerre qui était censée se terminer en quelques jours, mais qui dure depuis des années. Pour faire simple, ces gens autrefois patriotes sont maintenant en grande difficulté. Les informations ne parlent plus de victoire. Elles parlent d'ajustements stratégiques ou de revers temporaires. Même les partisans les plus fidèles commencent à se poser des questions. Pas bruyamment, pas dans les rues, mais à la maison, autour d'une tasse de thé, à voix basse. Que se passe-t-il ? Pourquoi cela prend-il si longtemps ? Et pourquoi avons-nous l'impression d'en payer le prix ? Maintenant, chaque fois que nous parlons de sujets comme celui-ci, les bots russes n'hésitent pas à mettre des « je n'aime pas » sur la vidéo pour limiter sa portée. Donc, si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur « j'aime » et vous abonner juste en dessous, cela nous aide vraiment beaucoup. Nous vous remercions tous. Approfondissons la guerre en Ukraine, car c'est l'étincelle qui met tout le reste en feu. En 2022, le Kremlin a présenté l'invasion comme une opération militaire spéciale rapide pour prendre Kiev en quelques jours, 2 semaines maximum. La télévision d'État a promis une victoire nette, et beaucoup de Russes y ont cru. Ils pensaient que l'immense armée russe écraserait facilement l'Ukraine. Pourquoi aurait-il pensé autrement ? Vladimir Poutine avait toujours tenu ses promesses auparavant, notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014, mais cela remonte à plus de 3 ans. La victoire rapide n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, la guerre s'est muée en un bourbier long et pénible, engloutissant vie, argent et espoir. La présentation de la guerre elle-même révèle la profondeur du fossé.
Les médias russes ont inondé les ondes de scènes de soldats distribuant des bonbons aux enfants et agitant des drapeaux depuis des chars. Cependant, de nombreuses familles ont reçu des appels téléphoniques vagues, suivis d'un silence puis d'un avis de décès. Cet écart entre ce qui était montré et la réalité alimente une colère silencieuse. Voyant le désespoir de la situation, Poutine a lancé des plans pour une offensive estivale totale en mai de cette année, visant à s'emparer de plus de terres dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk en Ukraine. Certains allaient même jusqu'à murmurer qu'il fallait pousser jusqu'à Odessa, avant que les pluies d'automne ne transforment les routes en boue. Cela semblait une occasion audacieuse de renverser la situation. Selon des rumeurs, des troupes nord-coréennes s'entraînaient pour assurer les fonctions de garde-frontière, permettant ainsi aux soldats russes de se rendre sur le front. L'état-major comptait sur de nouvelles recrues, une puissance de feu importante et un peu de chance pour briser les défenses de l'Ukraine. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. La réalité sur le terrain est chaotique, et il devient de plus en plus difficile de cacher à quel point la Russie est vraiment dépassée. C'est à cause de ce chaos que des voix militaires s'élèvent, et elles ne sont pas contentes. Des analystes militaires comme Maxime Kalichnikov, qui soutenaient autrefois la guerre, qualifient désormais cette offensive de fantasme. Ils affirment que tout s'écroule avant même d'avoir porté ses fruits. Et il est aisé de saisir pourquoi ils dénoncent le régime qu'ils appuyaient dans jadis. Tout va de travers, et tout cela est dû à des erreurs et à un excès de confiance. Malgré le lancement de l'offensive, l'armée de l'air, jadis symbole de la puissance russe, éprouve des difficultés depuis quelque temps. Les pilotes sont épuisés, la coordination est médiocre et les défenses aériennes ukrainiennes sont trop fortes. En même temps, il y a une guerre de drones. L'Ukraine transforme le ciel en piège mortel. De petits drones, parfois artisanaux, survolent rapidement le champ de bataille, larguant des explosifs sur des véhicules militaires et des soldats. Les Russes l'appellent la zone de la mort, une bande de terre si dangereuse qu'avancer revient à signer son propre arrêt de mort. 3 soldats partent, 2 ne reviennent pas. Et celui qui revient a de la chance de trouver une tranchée. Les bombes à collision ukrainiennes, comme la Hassim Hammer, d'origine française, sont peu coûteuses mais meurtrières. Elles déchirent les positions russes, et la couverture aérienne de la Russie ne peut pas suivre. Ces tactiques tuent les troupes russes en nombre stupéfiant. Depuis le début de l'offensive estivale, plus de 31 000 soldats russes ont été tués, selon les estimations ukrainiennes. Tant de décès en si peu de temps, c'est inimaginable, n'est-ce pas ? Ajoute à cela le million de pertes estimées que la Russie a subies depuis 2022. C'est toute une génération de jeunes hommes, disparus. Les familles s'y reçoivent des avis concernant leurs fils et frères, et les cimetières manquent de place. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de soldats suppliant pour des fournitures ou maudissant des ordres incompréhensibles, plutôt que de célébrer des victoires. Tout comme l'invasion initiale, l'attaque estivale de la Russie, censée montrer sa force, est en train de devenir une énorme erreur. Des dizaines de milliers de soldats russes sont morts. Et pourquoi ? Juste quelques petits villages et à peine un peu de territoire. Ce n'est pas seulement triste, c'est carrément embarrassant pour Poutine. Une fois de plus, il a initié un conflit majeur avec de grandes promesses, mais a subi de lourdes pertes. Cela ne fait que quelques mois que le Kremlin a fait tout un tapage autour de cette campagne. Et déjà, partout, les gens se demandent pourquoi continuer à se battre alors qu'on n'y gagne rien ? C'est justement pour cela que cette offensive estivale n'est pas qu'un autre chapitre de la guerre. C'est le moment où tout tient encore, où commence à s'effondrer. Pour Poutine, il ne s'agit plus de gagner du terrain. Il s'agit de prouver que le système qu'il a construit peut encore fonctionner sous pression, que l'armée obéit toujours et que l'économie peut encore soutenir une guerre. Si cette ultime offensive échoue, ce ne sera pas qu'un revers militaire, ce sera sa dernière chance anéantie. Ce sera le signe que la machine derrière la Russie, la direction, les institutions, toute la structure ne fonctionne plus. Ce sera la preuve finale de ce que le peuple en Russie sait déjà au fond de lui. Il ne s'agit pas uniquement d'une opération militaire, mais d'une date limite pour réaffirmer le contrôle, sinon faire face aux conséquences de sa perte. Tout le Kremlin en est inconscient. Un autre aspect triste de cette offensive estivale est la manière dont la guerre est conduite depuis le début. L'armée russe est coincée dans le passé, utilisant des tactiques de l'époque soviétique, qui ne fonctionnent pas contre la stratégie moderne de l'Ukraine. La corruption empire les choses. Les officiers détournent les fonds d'équipement, équipant mal les soldats. Le népotisme privilégie les relations, plutôt que les compétences pour les postes à responsabilité. S'ajoutent à cela les assauts de chair à canon. De petits groupes de 3 ou 4 soldats, souvent peu formés, sont envoyés pour assaillir les tranchées ukrainiennes. Le nom est révélateur. Ces hommes sont de la chair à canon, envoyés au combat avec de vieux fusils et sans soutien. L'équipement et les chars sont un autre problème.
La Russie a perdu plus de la moitié de ses chars modernes, au moins 4000 depuis le début de la guerre selon les rapports d'Oryx. Maintenant, ils ressortent des reliques de la guerre froide, des T-62 rouillés des années 1960, qui ne font pas le poids face aux drones et missiles ukrainiens. Ce sont ces histoires qui sont répétées chez eux, par les rares vétérans qui sont revenus. Et elles deviennent des chuchotements murmurés par la population à propos de la guerre de Poutine. L'Ukraine ne reste pas immobile. Ils reçoivent, de l'Occident, des drones plus performants et rapides, des tactiques plus intelligentes et plus d'armes. La Russie essaie de les affaiblir en lançant jusqu'à 500 drones Shahed la nuit, tentant de submerger les défenses de l'Ukraine. Mais le mur de drones de l'Ukraine, composé d'un réseau de capteurs et de brouilleurs, tient bon. Il cible les lignes d'approvisionnement russes, faisant exploser dépôts de carburant et camions à l'arrière du front. La Russie perd des drones plus vite qu'elle ne peut en fabriquer, et ils ne sont pas bon marché. C'est une course aux armements technologiques, et la Russie est à la traîne. Même lorsque les blogueurs pro-guerre commencent à se moquer des plans de l'état-major, on sait que les problèmes sont vraiment profonds. Et il ne s'agit pas seulement des soldats ou des blogueurs. Tout le monde est concerné. La guerre touche la population d'une manière difficile à ignorer. Parlons de l'économie, car c'est là que la douleur se propage rapidement. La guerre saigne la Russie à blanc, et l'économie en souffre. La guerre est très coûteuse. Il faut financer les chars, les missiles, les soldats, leurs soldes, et tout ce qu'il y a entre les deux. En 2025, les dépenses de défense ont atteint 6,3% du produit intérieur brut, soit un tiers du budget. En comparaison, la plupart des pays dépensent 1 à 2% pour leur armée. La Russie mise tout, et la raison est évidente. Ils doivent maintenir la machine de guerre en marche, mais cet argent doit bien venir de quelque part, et il sort des poches des gens ordinaires. Le fonds souverain, censé amortir les périodes difficiles, est tombé à 4 000 milliards de roubles, soit environ 40 milliards de dollars. Ce n'est guère suffisant pour mener une guerre et maintenir l'électricité dans son pays. Le déficit budgétaire, un autre signe d'alerte, est révisé à 1,7% du produit intérieur brut, soit le triple des prévisions. En somme, l'argent manque, ce qui se voit partout, notamment dans les magasins et les foyers. Autre exemple de cette situation. L'inflation est hors de contrôle. Les prix des produits de base comme le pain, le lait et les œufs augmentent rapidement. En juin 2025, les ventes de logements ont dégringolé de 55% en un an. Un chiffre révélateur. C'est le signe que les gens ont peur. Ils n'achètent pas de maison parce qu'ils ne savent pas s'ils auront encore un emploi demain. L'industrie de la construction en Russie est en déclin, avec une baisse de 22% des nouveaux projets immobiliers. Les promoteurs perdent de l'argent et les ouvriers leur emploi. Des milliers de familles s'inquiètent de payer leurs factures. De plus, le coût d'emprunt est élevé avec des taux d'intérêt à 21%. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si vous voulez un prêt pour une voiture, une maison ou même une petite entreprise, vous payez le prix fort. La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre, donc ils n'empruntent pas. Les entreprises ne peuvent pas se développer. L'investissement se tarit. Même les loyers deviennent incontrôlables, avec une hausse de plus de 30% l'an dernier. Pour de nombreux Russes, c'est la différence entre joindre les deux bouts et prendre du retard, sans aide du gouvernement. Les subventions pour le logement et les services publics diminuent. Le filet de sécurité s'effrite, impactant la population. Ces chiffres représentent la réalité. Dans toutes les villes russes, vous entendrez les mêmes histoires. Les courses coûtent de plus cher chaque semaine, et il ne s'agit pas seulement de la nourriture. Les factures de services publics augmentent aussi. Le gaz, l'électricité et le chauffage coûtent plus cher partout. Dans certaines régions, les coupures de courant deviennent courantes parce que les infrastructures sont anciennes et qu'il n'y a pas d'argent pour les réparer. En janvier 2025, un rapport du ministère russe de l'énergie a admis que 40% des réseaux électriques du pays nécessitent d'importantes réparations. Mais avec la guerre qui engloutit le budget, ces réparations n'ont pas lieu. Imaginez essayer de garder votre maison chaude pendant un hiver sibérien lorsque l'électricité est coupée pendant des heures. Les gens sont frustrés et ont froid, et ils commencent à pointer du doigt le gouvernement. Un autre signe de la situation désastreuse de l'économie russe est le manque de soins de santé adéquats. Les hôpitaux manquent simplement de fournitures. Des choses de base comme des bandages, des seringues ou des antibiotiques sont difficiles à trouver, surtout en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Une étude de 2024 menée par l'Académie russe des sciences a révélé que 30% des cliniques rurales n'ont pas assez de médicaments pour traiter les maladies courantes. Pour des besoins spécifiques comme l'insuline ou les médicaments cardiaques, bon courage! Les gens voyagent pendant des heures vers de grandes villes, espérant trouver une pharmacie bien approvisionnée. Pour les Russes plus âgés, c'est un cauchemar. Les pensions n'ont pas suivi l'inflation,
et la plupart tournent autour de 20 000 roubles par mois, soit environ 200 $ au taux de change actuel. C'est à peine suffisant pour le loyer et la nourriture, sans parler des médicaments. Les réseaux sociaux regorgent d'histoires de retraités qui mendient de l'aide ou qui rationnent leurs médicaments pour les faire durer. Ces personnes ne soutiennent plus Vladimir Poutine, elles tentent simplement de survivre. Associez maintenant ces préoccupations de survie quotidienne à la conscription. Au Daghestan et en Bouriatie, la colère monte contre la conscription. Ces régions sont pauvres, et pourtant ce sont elles qui envoient le plus de soldats mourir. Des maires ont manifesté pour protester, exigeant des réponses. Des vidéos de familles en deuil se répandent rapidement, même si les médias d'État essaient de les ignorer. Le Kremlin pensait que ces voix étaient faibles, mais quand les petites voix s'unissent, elles deviennent puissantes. Cependant, le fait est que la guerre a besoin de soldats, et le Kremlin continue sans scrupule d'en mobiliser davantage. En 2022, Poutine a ordonné une mobilisation partielle, envoyant 300 000 hommes au front. Cela a semé la panique, poussant des centaines de milliers de personnes à fuir le pays, surchargeant aéroports et postes frontières. Depuis, la conscription continue. Régulièrement, une nouvelle vague est évoquée, terrifiant les familles, craignant pour leurs fils. Dans certains villages, les jeunes hommes se cachent ou partent en ville pour fuir les recruteurs. D'autres essaient d'obtenir des exemptions, mais celles-ci coûtent souvent des pots de vin que la plupart ne peuvent pas se permettre. Une enquête réalisée en 2025 par le centre indépendant Levada a révélé que 60% des Russes, ayant des fils en âge d'être appelés sous les drapeaux, sont très préoccupés par la conscription. Cette peur plane sur chaque foyer. Les jeunes la ressentent aussi, mais leur réaction est différente. Nombreux sont ceux qui souhaitent partir, non seulement fuir la guerre, mais aussi quitter la Russie. En 2023 et 2024 environ, 1,3 million de personnes ont quitté le pays, selon les données des services de migration russes eux-mêmes. Beaucoup étaient jeunes, instruits et qualifiés, la plupart étant des programmeurs, des ingénieurs et des enseignants. Ces personnes sont essentielles à l'économie russe, mais elles partent. Ils vont en Géorgie, en Arménie ou en Turquie, où ils peuvent travailler sans craindre une convocation. Ceux qui restent se taisent, mais leur visage en dit long. Fini les slogans patriotiques. Ils partagent des mèmes sur le fait que rien ne fonctionne, ou des vidéos de magasins avec des rayons vides. Nous voyons non seulement de la rébellion, mais aussi de la résignation. Ce sentiment de résignation est si fort que l'on peut sentir l'ambiance changer en ligne. Les plateformes de médias sociaux comme Telegram et VK sont en effervescence avec des plaintes. Les gens publient des messages sur les longues files d'attente aux distributeurs automatiques parce que les banques limitent les retraits d'argent liquide. Ils partagent des vidéos d'élus locaux, promettant une aide qui n'arrive jamais. Regardez cette vidéo d'un homme tenant une pancarte blanche lors d'une manifestation silencieuse dans une petite ville. Il est arrêté pour des activités illégales sans avoir commis de délit. Tel est l'état déplorable de la Russie actuelle. Ce genre de manifestation silencieuse arrive de plus en plus souvent. Ce n'est pas organisé, et ce n'est pas assez important pour être qualifié de mouvement. Mais c'est un signe que les gens testent les limites. Ils n'ont plus aussi peur qu'avant. Ou peut-être qu'ils en ont juste assez pour ne plus s'en soucier. Même les élites commencent à être nerveuses. Ce sont les personnes qui ont bâti leur fortune sous Poutine. Les hommes d'affaires, fonctionnaires et propriétaires de grandes villas, jets et yachts ne sont pas stupides. Ils voient l'économie vaciller et entendent le mécontentement dans les rues. Beaucoup transfèrent discrètement leur argent hors de Russie. Beaucoup envoient leur famille à l'étranger, comme à Dubaï ou en Turquie, évitant Moscou. Selon un sondage du centre Levada, 51% des Russes ont une opinion négative de ceux qui ont quitté le pays, confirmant ainsi le problème. Les gens partent, et cela crée des tensions. Ceux qui restent commencent à en vouloir à ceux qui ont les moyens de partir. Cette surveillance s'étend au-delà des individus, touchant même des nations entières qui en montrent des signes. Les amis internationaux de Poutine prennent désormais leur distance, comme s'ils avaient pressenti la chute du régime de Poutine. La Chine, jadis considérée comme le partenaire silencieux de la Russie, change de ton. Elle achète toujours du pétrole russe, mais avec prudence. Pas de soutien militaire direct, pas d'action conjointe, juste le silence. Et ce silence en dit long. C'est un silence qui signifie ta solitude. Mais attention, ce n'est pas une histoire où tout se transforme subitement en rebelle. La Russie n'en est pas là. Le système reste solide avec une police omniprésente et des tribunaux qui sanctionnent rapidement toute dissidence. Selon OVD Info,
un groupe de défense des droits de l'homme. En 2024, plus de 20 000 personnes ont été arrêtées pour avoir discrédité l'armée. Et cela peut aller de la publication de messages anti-guerre au simple fait d'aimer le mauvais tweet. Le gouvernement maintient une emprise solide. La télévision d'État perpétue le même discours. Poutine est au pouvoir, l'Occident est l'adversaire, et la Russie triomphera. Mais des fissures apparaissent, et elles deviennent de plus en plus difficiles à cacher. Malgré cette main de fer sur son peuple, pour être tout à fait franc, le Kremlin commence à manquer d'options. Ils ne peuvent pas gagner la guerre sans un miracle, mais ils ne peuvent pas non plus abandonner. Se retirer signifierait admettre la défaite, ce que Poutine ne peut pas se permettre. L'image de Poutine repose sur la force. Reculer le ferait paraître faible, ce qui, en Russie, est fatal pour un dirigeant comme lui. L'espoir semble être que l'Occident se lasse en premier, que l'Europe et les États-Unis cessent d'envoyer des armes à l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. L'OTAN reste engagée, et l'Ukraine ne cède pas. Chaque mois, la situation de la Russie empire. Les gens commencent à voir clair dans la propagande de la télévision d'État, qui ne peut manipuler les faits que jusqu'à un certain point, avant de devenir incohérente. Quand on vous dit que la guerre se passe bien, mais que votre cousin revient dans un cercueil, vous vous demandez qui ment. Avec tout qui s'effondre autour de lui, c'est précisément pour cela que cette offensive estivale dont nous avons parlé est si importante pour Poutine. Il ne s'agit pas seulement de territoire, mais aussi d'élan. Si la Russie ne montre pas de progrès maintenant, elle risque de perdre complètement le contrôle du récit. Une fois l'information divulguée, il est difficile de la contrôler. Les gens s'interrogeront, et les alliés chercheront à se protéger. La bureaucratie commence à traîner, et tout le système commence à dériver. Il y a aussi la question du timing. L'automne amène pluie, boue et difficultés logistiques. L'hiver cause pénurie de carburant et tensions budgétaires. Si Poutine n'obtient pas de résultats rapidement, il devra adopter une posture défensive, politiquement et militairement. Réagir au lieu de diriger est dangereux car cela vous rend vulnérable. Et dans un système construit sur l'image d'un seul homme, la vulnérabilité est la seule chose qu'on ne peut pas montrer. Selon un sondage du Centre Levada en 2025 seulement, 27% des Russes font entièrement confiance au gouvernement, contre 53% en 2020. C'est une forte baisse, montrant que le charme de Poutine se brise, même si les Russes ne sont pas encore prêts à prendre d'assaut le Kremlin. Nous ne sommes pas témoins d'une grande révolte spectaculaire, avec des foules dans les rues ou des chars entrant dans Moscou. C'est plus discret, mais tout aussi puissant. La confiance s'effrite. Les soldats ne font plus confiance à leurs commandants. Les citoyens ne font pas confiance aux informations. Même les élites ne font pas confiance à l'avenir. Il n'y a tout simplement plus de confiance. Lorsque la confiance disparaît, il est difficile de la regagner. Les systèmes comme celui de la Russie ne s'effondrent pas soudainement. Ils s'érodent lentement, morceau par morceau, jusqu'au jour où le poids devient trop lourd. Les signes de l'effondrement de l'économie, de l'échec de la guerre et de l'éloignement du peuple sont partout, mais personne ne sait quand ce jour arrivera. Quand un système construit autour d'un seul homme commence à se fragiliser, peu suffit pour provoquer son effondrement. La vérité, c'est que l'effondrement ne viendra pas dans un fracas, il viendra dans le silence. Et le silence a déjà commencé.